de conférence sur la conduite du changement et les transformations. Alors, moi, ce matin, je suis en Normandie, je suis à Rouen. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Et puis, d'où est-ce que vous êtes connecté en France ou à l'étranger? On a eu une fois une personne qui était connectée du Canada. Euh, alors, bonjour Anne, Eric, Caroline, Marilène, Diane, Frédéric, Isabelle. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je vois rien dans le chat. Philippe, le chat est en bas à droite. Est-ce que vous le Oui, voyez? Vous le voyez ou pas? non, je ne le vois pas. Non, parce que Ah, ça y normalement, est, il c'est bon, devrait. c'est bon. Ah, C'est sur mon téléphone. Je sais pas pourquoi. Ok, Île-de-France, le Bénin. Ok, bonjour Diane. Anne de Suisse. Super. Ok, très bien. Alors, aujourd'hui, donc cette conférence rentre dans le cadre d'un cycle. Il y en a à peu près tous les mois. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder une vision d'ensemble sur les 5 étapes pour réussir un projet de transformation. Moi, je fais ça depuis maintenant assez longtemps. Et la problématique d'une transformation, c'est que c'est vraiment, on adresse un système. Et donc, il y a un certain nombre de conditions à respecter pour qu'un projet de transformation se passe correctement. On va essayer d'en voir quelques-uns qui sont clés. Alors, moi, je fais ça parce que, en fait, j'en ai assez de voir que les transformations se passent mal. Et il y a vraiment beaucoup de difficultés dans les transformations. J'ai créé récemment, d'ailleurs, une association sur les transformations éthiques qui a pour objet de faire connaître ce qu'est une transformation éthique. Et nous, donc, on a ces 5 piliers sur les valeurs humaines, des bénéfices pour les équipes. On n'a pas le droit de faire des transformations uniquement pour des raisons financières, l'utilisation du questionnement tout au long des projets, c'est-à-dire ne pas faire du top-down systématique, mais responsabiliser. L'alignement des personnes à leurs fonctions, c'est être vigilant sur le fait que quand on confie des nouvelles fonctions à quelqu'un ou quand on bouge les personnes, eh ben, on s'assure qu'elles sont faites pour leur fonction. Et très souvent, il y a des miscastings. Et puis la RSE. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, il y a un mini-site et puis je communique régulièrement sur cette association. Concentrons-nous aujourd'hui sur les 5 piliers pour réussir les transformations. Et je voudrais commencer par une dimension qui, à mon sens, manque très, très souvent, en fait. C'est la notion de dynamique. Qui dit changement dit changement de comportement, changement d'habitude. Et l'être humain n'est pas fait pour ça, en fait. On n'est pas fait pour changer tout le temps. On a besoin de repères, on a besoin de stabilité. Et donc, il y a absolument besoin d'impulser une dynamique quand vous avez un projet de changement ou quand vous avez un plan de transformation. Il ne s'agit pas juste d'avoir des actions, de se dire, tiens, je coche, j'ai fait, mais il y a vraiment une dynamique à installer. Et une dynamique, c'est un peu comme une sauce. Et donc, c'est un certain nombre de caractéristiques qui vont permettre d'installer cette dynamique et puis de réussir le changement. Et donc, on va en partager quelques-uns. On va commencer par quelques constats et puis ensuite, on regardera les 5 étapes. Et puis, j'essaierai de vous donner quelques exemples très concrets de cas que j'ai pu rencontrer ces dernières années et qui vont permettre d'illustrer mes propos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat et puis je vais garder un œil pour y répondre, idéalement au fur et à mesure. Alors, les constats, en fait, c'est un peu toujours les mêmes, malheureusement, depuis bien longtemps. J'évoquais à l'instant que quand il s'agit de changement, c'est un petit peu compliqué. On veut toujours que ça change. Qui veut changer, on a rarement des volontaires. Et puis, quand il s'agit de gérer le changement, c'est encore plus difficile. On est encore dans une période où le change management, la conduite du changement, et un métier qui est très, très mal compris.
il est mature aux États-Unis. Il l'est très, très peu en France. Il y a encore beaucoup d'organisations qui n'en font pas et beaucoup de gens encore considèrent que la conduite du changement, bon, c'est de la com, c'est un peu de formation, mais c'est tout. Alors que c'est un vrai métier avec des processus je vais vous en donner un aperçu maintenant. Et évidemment, et c'est la conséquence de ce qu'on vient de voir, 70% des projets de transformation échouent. Alors vous pouvez regarder sur internet, hein, il y a des tas de sources sur les difficultés, qu'on rencontre dans les transformations. Il y a des causes diverses, hein, qui peuvent être budgétaires, de sponsorship, heu et la conduite du changement est un des éléments qui amène, ces échecs de transformation, qui peuvent être, soit des dépassements budgétaires, soit des retards, soit des annulations et une annulation de projet est une énorme difficulté parce que, finalement, ça a un impact, sur l'historique, des changements et donc la capacité, dans les esprits des gens à pouvoir démarrer de nouveaux changements. Donc ça, c'est un énorme point de vigilance. Alors, euh, une première question pour vous. Quelles sont chez vous les principales causes d'échec ou de difficultés que vous rencontrez quand vous regardez un petit peu en arrière dans le rétroviseur? Qu'est-ce que vous avez observé comme difficulté dans votre entreprise? Résistance du CODIR et du DG en particulier. Alors ça, c'est intéressant. Résistance du CODIR et du DG, parce que logiquement, le CODIR et le DG devraient être les premiers à porter le projet ou la transformation. Donc, c'est un indicateur assez significatif. Pour information, la première cause euh, euh, d'échec des projets ou de difficultés dans les projets, c'est le déficit de sponsorship. Donc, c'est une très bonne illustration que vous nous mettez là. Pas de sponsoring, changement de priorité, Frédéric, effectivement. La résistance, il y en a tout le temps, même sur des projets qui peuvent paraître positifs, il y en a toujours. Mauvaise stratégie de non-adéquation au projet de changement. Très, très, merci beaucoup, Christelle, parce que c'est justement le premier point qu'on va voir. Difficulté d'adhésion des salariés, on a toujours fait comme ça, pourquoi on changerait? Ben, oui, évidemment, hein. Le changement, c'est pas facile. Réussir à savoir suffisamment tôt comment le projet va concrètement impacter le métier de chacun. Alors ça, on touche vraiment du doigt le métier de la conduite du changement, qui n'est pas d'élaborer le projet, mais de travailler exclusivement sur son impact. Et l'impact, moi, quand j'observe la manière dont travaillent les chefs de projet ou les directeurs de projet, l'impact est rarement mesuré. Et manque de gouvernance, la gouvernance est fondamentale. OK. Très intéressant parce que ce qu'on va voir maintenant, va amener pas mal de résonance par rapport à ce que vous présentez là. Alors, première étape, c'est l'histoire du changement. L'histoire du changement, alors, elle sous-entend qu'on est aligné sur des objectifs qui sont clairs, des enjeux qui sont clairs. Euh, j'ai eu un de mes clients à Grenoble, un industriel, où j'étais missionné pour installer la conduite du changement dans l'organisation. Donc, une approche assez opérationnelle. Puis je lui ai dit, moi, je voudrais préparer avec 2 membres du CODIR. Et en préparant avec deux membres du CODIR, en fait, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas du tout alignés avec le PDG, mais alors pas du tout, voire ils étaient plutôt en désaccord sur un certain nombre d'aspects. Et donc, quand il y a un manque d'adhésion ou de vision partagée au niveau du CODIR, il ne peut pas derrière y avoir une histoire du changement et une histoire du changement qui est portée. Donc, il est essentiel d'être aligné au niveau du comité de direction. Alors, quand il s'agit d'un plan de transformation, s'il s'agit d'un projet, il faut que le projet soit en lien avec soit le plan de transformation, soit la stratégie, soit les deux, évidemment. Et donc, répondre à cette question, quel est le pourquoi de ce changement ou de ce plan de transfo? Pourquoi on a besoin de le faire maintenant? Et qu'est-ce que ça coûterait de ne pas le faire?
ce sont des questions absolument essentielles et c'est très important que tout le monde ait le même wording, la même manière de dire les choses, parce que plus les collaborateurs vont entendre des choses différentes, plus ça va être une opportunité pour eux de dire ah ben attends non mais un tel il m'a dit ça, un tel il m'a dit ça. Voilà. Donc poser une histoire du changement avec des éléments qui sont très concrets, c'est absolument essentiel. Donc 3 arguments par question et évidemment en lien avec la stratégie. Et puis, un alignement des cadres sur l'histoire du changement. Ça n'est jamais le cas s'il n'y a pas une réunion spécifique ou s'il n'y a pas une attention spécifique pour que les cadres, surtout les cadres supérieurs, se mettent d'accord sur les mots à utiliser et les arguments à utiliser. Euh, L'étape d'embarquement des équipes est une étape fondamentale. Et cette capacité à préparer une histoire du changement et aligner les exécutives sur cette histoire est une condition absolument clé pour réussir cette étape d'embarquement. Alors, le deuxième point, c'est structurer, choisir un ou plusieurs référentiels méthodologiques et définir des standards, projet, conduite du changement. J'ai travaillé au premier semestre sur un plan de transformation pour une entreprise de 2500 personnes. Et je m'étais dit en arrivant, c'est clair, ils doivent avoir une méthode de projet on va s'appuyer sur cette méthode de projet pour faire la conduite du changement. Et puis, donc, c'est une entreprise qui avait un périmètre sur lequel il y avait 110 projets, ce qui commence à être quand même assez significatif. Et en fait, il y a 0 référentiel projet. 0 référentiel projet. Les pratiques sont extrêmement variées. Donc, quand on a des pratiques variées, on n'a pas de langage commun, on ne capitalise pas sur ce qui est fait. Donc, voilà, surtout quand on est 2500, mais même quand on est 100, c'est très important très tôt d'avoir un référentiel méthodologique. Et c'est pas parce qu'il y a un référentiel méthodologique qu'il y a de la complexité. On n'est pas obligé de prendre des choses complexes. Moi, ma reco, c'est toujours de faire les choses step by step. Donc, on peut avoir un référentiel pour des petits projets, un autre référentiel, alors qui va être le même mais à compléter pour des projets moyens et ensuite des projets plus importants. C'est essentiel. Donc, segmenter les approches selon la taille des projets. Petits projets, on fait peu de choses, mais sur des grands projets, il faut structurer, structurer, structurer. Dans l'immobilier, on dit l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Quand il s'agit de projets de conduite du changement, on dit c'est préparation, préparation, préparation. Voilà. Essentiel. Et donc, on a donc avec ce client, en fait, j'ai fait travailler un groupe qui était sur les projets et on a créé ensemble leur référentiel méthodologique en partant de ce qui fonctionnait bien chez eux. C'est vraiment essentiel d'avoir un référentiel. Donc, à la fois sur projet et conduite du changement. En conduite du changement, vous en avez quelques-uns. Bon, il se trouve que j'en ai un, si vous voulez le découvrir. Je vais en parler tout à l'heure. Il y a une réunion d'information la semaine prochaine. Et j'ai souvent cette question, j'y réponds dès maintenant. Est-ce que quelqu'un peut faire à la fois projet et conduite du changement? J'aurais tendance à dire sur les petits projets, oui. Sur les projets stratégiques avec des impacts importants, moi, ma recommandation, c'est toujours que ce soit 2 têtes différentes qui portent ces sujets. Pourquoi? Parce que ce sont 2 angles de vue différents. 2 angles de vue différents. Je vous donne un exemple concret. Vous pouvez avoir au niveau projet, je sais pas, la mise en place d'un CRM. L'équipe projet va dire, tiens, moi j'ai besoin de 2-3 mois pour choisir l'outil, le paramétrer et puis le connecter à nos systèmes. Mais en matière de conduite du changement, ça peut prendre un petit peu plus de temps, notamment quand il y a eu des difficultés dans le passé. Donc, le temps projet n'est pas nécessairement le même que le temps de conduite du changement et ça marche dans les deux sens. Ce n'est pas nécessairement le projet qui a besoin de moins de temps ou plus de temps, ça dépend vraiment du projet.
Voilà, il y a un élément qui est important aussi sur la structuration, c'est comment est-ce que vous allez faire du change sur les projets. Quand on fait du change, il y a toujours deux problèmes. Il y a un premier problème quand on démarre, c'est de convaincre de l'utilité de la conduite du changement. Et j'ai évoqué ce point avec une personne qui est là cette semaine. Eh ben, il faut convaincre de l'utilité de la conduite du changement, notamment les exécutifs, mais pas que. Hein, c'est aussi les équipes projet et leur démontrer qu'il y a un ROI, un retour sur investissement à la conduite du changement et surtout le risque de ne pas en faire. Et ça a du sens. Et le deuxième problème que vous rencontrerez, et ça, je l'ai bien vécu dans les assurances sur un grand groupe qui avait une stratégie pour mettre en place la conduite du changement qui était extrêmement importante. Le deuxième problème, c'est après quelques mois, quand on a démontré l'utilité du change, ben là, pour le coup, tout le monde va en faire, évidemment. Parce que les projets vont plus vite, ils s'installent plus facilement. Vous dire, ah, tiens, c'est pas mal ce que tu as fait avec un tel, bah, tiens, est-ce que tu peux venir faire la même chose sur mon projet? Or, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous ne pouvez pas faire du change sur tous les projets, ou en tout cas, vous n'en ferez pas de la même manière sur tous les projets. Donc, ce qui a du sens, c'est vraiment de définir une stratégie au démarrage, par quel projet on va commencer le change, et c'est pas nécessairement le projet le plus stratégique, hein, parce que c'est important d'avoir des succès et des premiers succès qui soient rapides pour pouvoir éduquer sur l'intérêt de la conduite du changement. Il y a un vrai travail d'éducation encore à faire sur ce sujet. Et puis ensuite, c'est de définir eh ben, quel type de change vous allez faire sur les projets. Vous pouvez considérer qu'un projet qui a telle caractéristique, eh bien, vous allez faire tel niveau de change. Un niveau qui peut être minimaliste, un premier niveau d'analyse pour donner des informations clés à l'équipe projet. Ensuite, une autre catégorie de projet peut-être avec un peu plus de complexité, où vous allez passer un petit peu plus de temps en change. Et puis, une dernière catégorie de projet où, pour le coup, eh ben, vous allez faire la totalité d'une démarche change, donc avec un niveau de présence qui est plus important. Et moi, je fais ça systématiquement en fait avec mes clients parce que cette question se pose toujours. En fait, j'ai jamais eu un client qui m'a dit, bah maintenant, on va faire du change, une démarche de change pour tous les projets, parce que évidemment, ça a des impacts humains et financiers absolument colossaux et qui ne sont pas réalistes. Voilà. Donc, structurer, choisir une ou plusieurs méthodes à la fois en projet en conduite du changement, euh, construire la manière dont vous voulez organiser les choses entre projet et change et quel type de service le change va apporter sur quel projet. Et surtout, un cadre flexible, pas de rigidité. Ce n'est pas parce qu'on a des référentiels qu'on les installe de manière rigide. Flexibilité, 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 mais à l'intérieur d'un cadre. Le troisième pilier, il a été évoqué tout à l'heure par au moins l'un d'entre vous, c'est le sponsorship. Le sponsorship, je le mentionnais tout à l'heure, c'est vraiment la première cause d'échec des projets. Un sponsor, en fait, on a besoin de lui, le projet ou la transfo a besoin de lui dès le début et pendant tout au long du projet. C'est un rôle absolument clé. Et la difficulté, c'est que les exécutifs, en général, ben, ils en ont pas ou peu conscience, en fait. Ils en ont peu ou pas conscience, donc ils vont au démarrage signer le projet ou dire bah tiens, on y va. Même si tout à l'heure quelqu'un disait bah tiens, il y a de la résistance au niveau du DG et du comité de direction. Donc là, il y a peut-être un questionnement sur mais finalement peut-être qu'on prend les choses dans le mauvais sens et ben, l'enjeu, de mon point de vue, sans connaître la situation, c'est plutôt se dire, bah, tiens, quel est l'exécutive qui va devenir sponsor de mon projet, hein, et puis quel est le processus de décision pour définir le démarrage d'un projet. Logiquement, ça doit venir du comité de direction, en toute logique, hein, ou éventuellement sur proposition opérationnelle, mais c'est l'organe de pilotage, normalement, qui doit décider des démarrages des projets et des transformations.
Et donc, les sponsors, ils ont besoin d'être sensibilisés, formés sur ce que c'est qu'un sponsorship efficace. Et il y a une particularité avec les sponsors, c'est que ils ont souvent un grand nombre de dossiers à traiter avec une vision qui est haute et donc une vision de l'opérationnel qui est assez faible. Et donc, moi, j'utilise un terme en fait pour les sponsors et je dis, ben voilà, on est des directeurs de cabinet pour les sponsors. C'est nous qui gérons le change, qui devons préparer toutes les actions, tous les éléments qui vont être portés par le sponsor, qui va être de dire, bah, tiens, voilà, pour le lancement, cher sponsor, je vais te préparer les points clés à dire quand tu seras devant tous les collaborateurs. Ensuite, on va faire un roadshow sur différents sites, notamment ce site-là où j'ai identifié qu'il y avait un impact extrêmement important et en plus un historique assez négatif, donc il faut absolument qu'on aille là. Et puis, on va faire un atelier pour gérer les craintes et les espoirs sur ce projet, voilà, etc., etc. Il est essentiel de mâcher le boulot des sponsors si on veut espérer qu'ils tiennent ce rôle de sponsor efficace. Voilà sur le sponsorship efficace, le troisième pilier. Et alors une question, est-ce que vous en êtes ou comment est-ce que vous évaluez le sponsorship dans votre organisation? Est-ce que c'est très hétérogène, je sais pas, de 0 ou de 1 à 10? Comment vous évaluez la capacité des sponsors à porter correctement les projets ou la transformation? 5, 5, 6, c'est déjà pas mal. 4, 6, ouais, sponsorship très peu motivant, OK. 4, 6, mais on y travaille. 4, 7, ah, ça c'est bien, ça c'est un très bon asset. 7 et 6. OK, très bien. Ben, moi, j'aurais tendance à dire que si vous voulez être tranquille et que les projets se passent bien, de viser un 8 sur 10, je trouve que c'est pas mal. Bon, alors c'est souvent hétérogène, hein, parce que il y a aussi des exécutifs qui n'ont pas de charisme. Malheureusement, c'est une donnée d'entrée. Et là, on touche du doigt, en fait, toute l'importance de la stratégie adaptative dans la conduite du changement. C'est que bah, quand on a un sponsor qui a un charisme de grenouille, et moi j'ai déjà eu ça, on se dit bah, comment on va agir? Bah, on va agir par écrit, on va utiliser d'autres exécutifs pour faire passer les messages. Donc là, et pour ça, le change est très particulier parce qu'il n'y a pas à chaque fois une recette miracle à utiliser. C'est toujours contextuel. Qu'est-ce qui se passe? Où sont les énergies? Où sont les résistances? Et c'est particulièrement valable sur les sponsors. Alors, il y a un autre sujet absolument clé aussi, c'est de conserver une vision terrain, en s'assurant d'un retour d'information tout au long du projet. J'ai travaillé moi pour un groupe d'assurance il n'y a pas très longtemps et c'était intéressant parce qu'ils avaient un super plan de change, ils avaient une analyse hein, qui était bien faite. Mais quand je leur ai demandé, OK, et comment est-ce que vous mesurez l'efficacité de vos actions? Et ben en fait, ils m'ont dit: «Ben non, mais on l'a fait». Bah oui, mais c'est pas parce que on a fait cette action qu'on a eu le résultat qu'on recherchait. Et notamment en matière d'embarquement, particulièrement en matière d'embarquement, bah, quand on démarre un projet, on va informer les équipes et il y a 2 objectifs en fait quand on communique sur un projet ou une transfo. Il y a un premier objectif qui est d'expliquer le pourquoi, que les gens comprennent pourquoi. Mais il y a un deuxième objectif qui est important, c'est que derrière, les gens, les collaborateurs disent: «OK, je suis prêt à y aller». Voilà. Et c'est surtout à cette étape-là qu'il y a de la résistance. Et donc,
quand on a des actions de communication pour embarquer les équipes, il est essentiel de mesurer l'impact qu'on a obtenu avec ces actions. Alors, c'est valable au niveau de l'embarquement des équipes, mais c'est aussi valable au niveau de la formation. Quand il y a un nouveau système à mettre en place, c'est pas parce qu'on fait une formation que la formation a été efficace. Donc, sur l'ensemble des actions qui sont mises en place par le change, eh ben, est-ce que on a de l'efficacité? Et le meilleur moyen, c'est d'avoir une proximité terrain. Alors, sur des grands projets, ça peut être d'avoir des ambassadeurs, ça peut être de faire des enquêtes en ligne, ça peut être de faire appel au RH pour avoir des retours terrain. Mais cette vision en ligne, on a ce qu'on appelle le Gemba Walk. Le Gemba Walk, moi c'est un terme que j'utilise assez souvent parce que je trouve que c'est essentiel. Le Gemba Walk, c'est d'aller se promener dans l'entreprise sans avoir un objectif précis, mais pour observer, sentir et écouter. Et parfois, juste en observant, on va se dire, ah bah tiens, là, il y a un truc qui ne va pas, ça ne devrait pas être rangé ici, ou là, tiens, il y a un problème de sécurité, ou, peu importe. Et le Gemba Walk, c'est vraiment sentir ce qui est en train de se passer. Et conserver une vision terrain, eh ben, c'est la même chose. C'est qu'est-ce qui se passe? Comment ça évolue? Parce que on ne peut pas piloter et faire et prendre des décisions qui sont pertinentes si on n'a pas des retours extrêmement concrets sur ce qui se passe sur le terrain. Et il y a d'ailleurs un certain nombre d'exécutives qui sont dans leur territoire, qui ne vont pas sur le terrain et qui prennent des décisions qui ne sont pas du tout alignées sur la réalité. Et avoir une vision réelle de ce qui se passe est absolument fondamental. Voilà. Et alors moi, j'aime beaucoup cette maxime, avoir raison ne suffit pas. Vous pouvez avoir démarré un projet en disant bah, c'est génial, ça apporte tel bénéfice à l'organisation, voire même ça apporte un bénéfice à tous les collaborateurs. Et si à un moment donné, il y a certains collaborateurs qui ne veulent pas le voir, qui le refusent, eh ben, il va falloir le gérer. Il va falloir le gérer. Donc même sur des projets qu'on peut percevoir comme étant des vrais bénéfices, il peut y avoir de la résistance à gérer. Avoir raison ne suffit pas. Ne suffit pas. Et puis, donc, le deuxième point, c'est ajuster, ajuster, ajuster. En change management, il est impossible de bâtir un plan de conduite du changement et de tout mettre en place sans faire des ajustements. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prévoir, on n'a pas une baguette magique, on ne peut pas prévoir exactement ce qui va se passer sur les différents sites ou dans les différentes équipes. Et donc, c'est essentiel de dire, ah tiens, là, ça réagit comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on ajuste? OK, là, ça réagit comme ça. Qu'est-ce qu'on ajuste? Et c'est de l'intelligence de situation, de l'intelligence de situation. Le dernier pilier est essentiel également. Je vous ai dit au début de cette conférence que l'être humain n'est pas fait pour changer, ou en tout cas n'est pas fait pour changer tout le temps, puisqu'on a besoin de stabilité. Et donc, les personnes qui sont impactées par les changements ont besoin, dès qu'il y a des bénéfices qui commencent à s'installer, de les entendre. Parce que ces bénéfices, en fait, ils vont permettre de renforcer le sens du projet et ils vont permettre de donner envie de continuer à faire des efforts. Et donc ça, c'est très peu dans la culture française où on a tendance à dire, et je l'ai encore vu il y a 15 jours sur un planning projet, on dit célébration. Alors la célébration, c'était 8 mois après le démarrage du projet, c'est-à-dire au moment de clôturer en fait. Ben, ça, c'est pas possible en fait, c'est pas possible parce qu'il y a besoin de nourrir, 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 nourrir. Il y a besoin ça peut être de célébrer des phases de test qui ont bien fonctionné, dire bah voilà, on a expérimenté, les retours sont positifs sur tel aspect, sur tel aspect. Ça peut être de dire tiens, on a expérimenté telle approche avec ce client et qui a été un succès pour telle raison, ça va donner ce bénéfice-là. On va maintenant rentrer en phase de déploiement. Et donc, c'est très, très, très important de mettre en lumière
des petits succès. Et c'est la somme de ces petits succès qui va permettre à tout le monde finalement d'être complètement embarqué quand certains ne l'étaient pas, et puis d'accélérer la mise en place. Alors, moi, j'ai plutôt tendance à recommander, apprenez à la valorisation collective. Et valorisation collective, c'est pas l'ensemble de l'organisation. Alors, ça peut être l'ensemble de l'organisation, mais dire bravo à tout le monde, c'est bien. Ce qui est essentiel, c'est aussi d'avoir des focus sur des équipes, sur des binômes, parce que ça amène une reconnaissance qui n'a pas du tout la même valeur que quand on remercie tout le monde en même temps. Voilà. Et un moyen puissant, en fait, de valoriser et de renforcer le sens d'un changement qui est en train de s'installer, c'est de démontrer les bénéfices clients et démontrer les bénéfices clients avec des témoignages. Tout récemment, on a fait des petites vidéos de 30 secondes avec 5 clients différents et où on leur a demandé comment ils percevaient un projet qui avait été mis en place et qui impactait les clients. Et ça, c'est du pain béni parce que quand on présente 5 témoignages de 30 secondes aux collaborateurs, ils disent oui, heureusement qu'on a fait ça. Et puis, il est hors de question de faire marche arrière. Et faire marche arrière, c'est un risque que vous avez même si votre projet est lancé. Il y a ce qu'on peut appeler le point de bascule, c'est déjà d'atteindre les 50% de personnes qui sont embarquées dans le projet. Parce que le risque d'avoir un pourcentage significatif de gens qui refusent le changement, c'est d'avoir un retour en arrière. Et ça, c'est extrêmement néfaste pour, évidemment, le projet, puisque le projet s'arrête et donc il va falloir recommencer. Mais je le mentionnais tout à l'heure, c'est très néfaste aussi pour les prochains changements. Et donc, utiliser des réussites avec les clients est vraiment un excellent moyen de renforcer le sens et l'accélération de la mise en place du projet. Et effectivement, alors Diane, je vois votre commentaire, le sponsor doit être convaincu pour convaincre, effectivement. Mais alors, normalement, c'est le sponsor qui décide de ce qui doit être fait, ou en tout cas, c'est le comité de direction. Et ensuite, voilà, en fait, normalement, on ne devrait pas pouvoir dire le sponsor doit être convaincu pour convaincre. Alors, il y a parfois une difficulté, c'est quand il y a un changement de sponsor. Ah, ça, c'est très, très compliqué. Voilà. Il peut y avoir un sponsor qui porte le démarrage d'un projet, il part sur un autre poste, il y en a un autre qui arrive, et puis le suivant, il dit oh. Donc là, c'est effectivement une grosse difficulté. Et donc, il faut revenir sur le sens et dire, bon, OK, quel levier j'ai pour remotiver mon sponsor ou le motiver tout court. Mais à nouveau, c'est la première cause d'échec des projets. Donc, c'est vraiment un enjeu stratégique d'embarquer ou de réembarquer un sponsor. Il y a une chose aussi, moi, que j'ai déjà faite, ça peut être de changer de sponsor. On a le droit de changer de sponsor. En tout cas, on a le droit. En tout cas, on peut essayer stratégiquement si on se dit, tiens, avec celui-là, en fait, je me rends compte qu'il n'a pas du tout envie d'y aller. Ça peut être d'envisager avec la direction générale de changer de sponsor, tout simplement. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Alors, voilà pour valoriser. En conclusion, donc un projet de transfo, c'est vraiment une démarche. C'est une démarche et dans cette démarche qui est à structurer, il y a des aspects qui sont rationnels. C'est tiens, objectivement, voilà ce qui va se passer. Objectivement, voilà en quoi c'est un avantage pour l'organisation et pour vous. Et puis, comme il y a aussi beaucoup de subjectivité et que l'être humain peut réagir bien ou moins bien, il y a vraiment, mais vraiment besoin d'intelligence de situation. L'intelligence de situation, c'est ce qui fait la différence entre une bonne et une mauvaise conduite du changement, en fait. Parce que si on cherche à appliquer juste une méthode
sans être vraiment en contact avec les équipes, ça se passe pas bien. L'agilité comportementale est essentielle en conduite du changement, absolument essentielle. Et à nouveau, il suffit pas d'avoir raison, même si on se dit, bah, tiens, oui, il faut faire ça parce que c'est le bénéfice de l'organisation. Si les gens n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Donc, c'est à nous de définir en change les stratégies qui vont permettre d'atteindre les objectifs. Et l'enjeu, moi, je crois beaucoup donc à la rigueur et pas la rigidité, hein, la rigueur dans le cadre général de fonctionnement. Hein. On structure les choses, on pose un cadre. Par contre, à l'intérieur de ce cadre, on reste open sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et c'est essentiel de garder beaucoup d'agilité. C'est vraiment une condition essentielle pour réussir dans les transformations. Oui, Eric, il y a aussi le cas des changements de solution que doit entériner le sponsor. Bah, normalement, le sponsor, il doit tout valider. Il doit tout valider. Puisque le client du change, ce n'est pas le projet. Le client du change, c'est le sponsor. C'est un exécutif. Alors, j'ai discuté cette semaine avec une personne d'ailleurs qui est là ce matin et qui me disait, bah oui, bah, c'est le projet qui décide des budgets et qui décide des modifications budgétaires. Ça, d'un point de vue systémique, c'est quand même pas top, quoi, d'être jugé parti. Et c'est essentiel d'avoir, de mon point de vue, hein, un comité de pilotage, un organe de contrôle, de manière à ce que le chef de projet puisse faire ses ajustements, présenter là où il en est, présenter ce qu'il veut faire, et puis qu'il y ait un comité de pilotage qui entérine les arbitrages qui sont demandés par l'équipe projet. Voilà. Les prochaines étapes, parce que je vois qu'il est déjà 37. Donc, pour ceux qui veulent alors oui, je ne l'ai pas mentionné. Alors, pour ceux qui veulent se profiler en conduite du changement, il y a une réunion mercredi 4 à 9h où on va présenter la certification en conduite du changement à Certares. Et puis, on a créé cette année une certification en conduite de projet. La première session aura lieu, je crois que c'est le 3 et le 4 octobre. Et en fait, parce qu'on avait beaucoup de demandes, on disait, bah ouais, mais c'est bien, maintenant on est, on est compétent sur la partie, conduite du changement, mais on a des équipes projet qui ne sont pas du tout formées en projet. Et donc, effectivement, s'il y a des déficits sur le projet, être très bon en conduite du changement, ça ne peut pas donner un bon résultat parce qu'on est quand même beaucoup dépendant des compétences projet. Donc maintenant, on a 2 certifications, 18-19 septembre et puis 3-4 octobre. Je vais envoyer un mail avec le replay et puis le lien de cette réunion d'information. Et puis, on a également fait assez régulièrement des audits de maturité, si vous voulez savoir un petit peu où vous en êtes en conduite du changement dans votre organisation. Et l'intérêt de savoir où on en est, c'est de se dire, bah, tiens, aujourd'hui, on en est là. Quel doit être notre objectif de maturité au regard de notre plan de transformation ou de nos projets de changement. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi et on regardera ça ensemble. Voilà. La prochaine conférence, un sujet moi que j'adore, la gestion des résistances. Et comme il y en a toujours, hein, il y a toujours des choses à faire pour gérer les résistances. Vous verrez, c'est vraiment un sujet moi que je trouve passionnant. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans la résistance, donc c'est assez essentiel de pouvoir la gérer. Donc c'est jeudi 26 septembre à 9h. Et puis il est 9h presque 40. Je regarde s'il y a des questions. Si vous avez une ou deux questions, on peut encore y répondre. Que faites-vous concrètement pour créer cette dynamique de départ? Eh ben, alors ça, la dynamique de départ, je la crée. Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a, on va reprendre ce que je dis. Il y a l'histoire du changement qui doit être claire en lien avec la stratégie, la préparation du sponsor, parce que c'est pas au change en fait d'embarquer les équipes. Le change, c'est un chef d'orchestre. Par contre, il va prendre son sponsor et dire, cher sponsor,
compte tenu de nos habitudes ici, pour embarquer les équipes, voilà comment on va faire. Et comment on va faire, ça va être l'idéal, moi, c'est vraiment d'avoir des approches qui sont complémentaires. On va faire un mail, mais je vais vous le préparer et c'est vous qui allez l'envoyer. On va faire éventuellement une vidéo que tout le monde va voir et qu'on va diffuser sur les différents sites. Et puis, on va faire un truc que j'adore et j'en parlerai à la prochaine conférence, des ateliers crainte-espoir pour que les gens nous partagent, nous confirment qu'ils ont compris quel était le sens de ce projet, nous communiquent leurs espoirs, hein, c'est très important d'avoir les espoirs des gens et puis aussi les craintes. On a le droit d'avoir des craintes, c'est autorisé. Et c'est pas parce que on écoute les craintes que on les prend tout en compte. Mais écouter la difficulté des gens ou ce que génère comme émotion un changement, c'est essentiel. Voilà, donc brièvement, j'essaie de répondre rapidement, Anne, mais grosso modo, c'est ça qui va permettre d'installer une dynamique. Et puis ensuite, ce sont les actions régulières qu'on va mettre en œuvre qui vont permettre de maintenir cette dynamique, puisque l'idée, c'est quand même de maintenir la dynamique. Voilà, et bien écoutez, chers amis, je vous souhaite une excellente journée, et puis au plaisir de vous parler ou de vous rencontrer prochainement. Voilà, belle journée à tous, et puis excellent week-end, et bonne rentrée. Bons Jeux olympiques, paralympiques.